Bonjour tout le monde, on y va avec une capsule vidéo pour vous aider à réviser donc pour l'examen du chapitre 1 de la physique mécanique. Je vais aller faire avec vous les exercices supplémentaires. Bon, numéro 1, donc plus ou moins donc en lien avec l'examen, mais on le fait quand même pour la compréhension. Une voiture téléguidée est en mouvement par rapport à une position initiale. Diego lui affirme que le déplacement de cette voiture est nul, tandis qu'on a une autre personne, Evelyne, affirme que la distance parcourue est de 2 mètres. Fait que Evelyne dit que la distance parcourue est de 2 mètres, puis Diego dit que le déplacement, ben, il est nul, donc il est donc de 0. Toutes les deux ont raison, parce que si ma voiture téléguidée, ben, parcourt 1 mètre, puis après ça, elle recule, elle revient en arrière, puis elle refait donc un autre mètre, ben, position initiale, position finale, c'est la même. Fait que c'est sûr que notre bonhomme, là, Diego, ben, il a raison. Tandis qu'Evelyne, elle s'intéresse plus à la distance parcourue. Bien, c'est sûr que 1 mètre plus 1 mètre qui va donner donc 2 mètres. Fait que tous les deux ont raison. Numéro 2. On a donc une voiture sur une piste de course qui est circulaire, donc comme ça. Puis on nous dit que le diamètre de la piste de course a un diamètre dans le fond c'est un rond, là, a un diamètre donc de 200 mètres. Quel est le déplacement total de la voiture? Bien là, le déplacement total de la voiture, si la voiture revient à son point d'origine, position finale, puis la position donc initiale, donc c'est la même. Fait que ce qui fait en sorte que, c'est sûr, le déplacement total va être de 0, parce qu'on ne s'intéresse pas là, au parcours, on s'intéresse au point de départ, au point d'arrivée. Numéro B, quelle est la distance parcourue donc par la voiture? Ben, si on s'intéresse à la distance parcourue par la voiture, puis la voiture donc parcourt un parcours qui est circulaire, donc est sur un parcours circulaire, il va falloir utiliser la formule du périmètre donc du cercle, qui est 2 pi r. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est 2 fois notre pi fois notre rayon. On n'oublie pas hein, que le rayon, ben, c'est la moitié donc du diamètre, donc ici. Fait qu'on va tout simplement diviser notre 200 donc par 2, qui va nous donner donc 100. Et ça nous donne la circonférence de notre cercle. Sauf que la voiture de course, ben, elle ne fait pas juste un tour, là. Elle en fait 40. Fait qu'on va aller faire fois 40 et ça nous donne la distance totale parcourue. Jean-Loup se tient debout donc sur une falaise. Fait qu'on va dessiner donc Jean-Loup donc sur une falaise. Là, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Loup? C'est que lui, là, il se tient à, tu sais, la falaise, là, à peu près à 28 mètres de hauteur. Il est désireux de comprendre donc le phénomène de la gravité. Fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lance une pomme comme ça, puis là, il redescend là, finalement donc jusqu'au sol. On nous dit que sa pomme donc, va parcourir un petit 4,6 mètres donc, vers le haut en quittant sa main. Bien sûr, pour revenir donc, au niveau de sa main, va refaire un autre petit 4,6 mètres. Il nous dit que sa main versus la hauteur de la falaise est à 70 cm. C'est sûr que 70 cm, vu qu'on travaille depuis tantôt en mètres, on va mettre ça en mètres. Fait que dans le fond, si on veut savoir donc la distance parcourue, ben, il va falloir faire un petit 4,6, un autre petit 4,6, 1,70 mètres, puis plus donc mon 28 donc mètres pour avoir donc le parcours donc complet de notre pomme, notre distance totale. Si on s'en va de l'autre côté avec le numéro B, quelle est la distance parcourue par la pomme lors de sa descente? Bon, fait que là, je ne sais pas si vous voyez, on va juste aller additionner donc un 4,6 parce que nous, on s'intéresse à la position initiale et à la position donc, finale. Je vais aller revoir mon dessin donc avec une autre couleur, ça va vous aider. Fait que la pomme, dans le fond, là, elle parcourt 4,6 comme ça. Après ça, un autre 4,6 comme ça. Là, elle est revenue à son point de départ, là, fait que ça fait 0, là, tu sais, dans le fond, là. Fait que c'est sûr que il y a un petit bout là, qu'on ne comptera pas. Là. Fait qu'on a le point 7, puis après ça, donc, on a donc le 28 donc, mètres. Fait que tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller additionner un 4,6, puisque tu sais, le 4,6, là, on le fait juste une fois, là, tu sais, il est revenu. Là. Donc, la distance parcourue donc, par la pomme, là, en descendant, dans le fond, qu'on va aller compter, le point 70, le point 28, puis qui va nous donner donc 33,3. Quel est le déplacement donc de la pomme? Donc, le déplacement donc de la pomme, parce que nous autres, on voulait savoir la distance parcourue de la pomme lors de la descente. Hein, ici, là, fait qu'on faisait juste additionner là, qu'est-ce qui se passait là, donc vers le bas. Le déplacement donc de la pomme, ben, c'est que la pomme, là, tout simplement, elle va partir donc de la main de la personne, puisque tu sais, le petit bout, comme je disais, donc en haut, là,
puis en redescendant, là, lui, on ne le comptera pas, là. Fait que ça veut dire qu'on fait le petit bout de la main, ici, petit bout de la main, puis après ça, on descend donc de la falaise. Fait que vu que c'est négatif, vu que c'est vers le bas, donc on va tout simplement rajouter un petit négatif. Fait qu'on fait notre 0,70 mètres plus notre petit déplacement, notre gros déplacement donc de 28 mètres et le tour est joué. Donc ici, on voulait juste savoir la descente donc vers le bas. OK. Numéro 1, donc pour ce qui est de la vitesse, on va aller pratiquer donc la formule de la vitesse. À savoir que vitesse est égale à distance donc sur le temps. C'est la même formule que delta X sur delta T. Il faut s'habituer, là. C'est la même chose. Il faut être capable de jouer donc un avec l'autre. Ça, c'est la même formule que vitesse est égale à déplacement final moins le déplacement donc initial divisé donc par le temps. Le delta entraîne, hein, donc il veut tout simplement dire variation du temps. Et si je veux aller isoler, donc une des variables, ben là, ça va être à vous, là, finalement, donc à le faire. Fait que si vous voulez, je ne sais pas moi, avec cette formule-ci ou cette formule-là, là, souvent on va vous demander peut-être le déplacement ou la distance. Ben, déplacement, c'est la vitesse fois donc le temps. Ça va me surprendre qu'on va vous demander d'isoler ça ou d'isoler ça. Là, ça va être plus elle qu'on va isoler, mais elle puis elle, donc c'est la même. Puis si on va aller isoler donc le delta t, delta t est égal aux variations de déplacement sur la vitesse. J'ai juste interchangé donc la vitesse là, sur le temps. Fait que dans le fond, là, ça, c'est deux formules. Donc, c'est toutes des formules donc identiques, mais à l'examen, donc vous allez avoir celle-là, donc tout simplement. OK, on y va. Lors des championnats donc, du monde de natation de 2009, blablabla, qui ont lieu à Rome, le Brésilien César Cielo, Filo, donc a mis 22,14 secondes à traverser donc une piscine de 50 mètres. Il a ensuite mis, on va aller voir ses petits déplacements, un petit déplacement donc comme ça, de 50 mètres en 22,14 secondes. Ensuite, un petit déplacement pour revenir à sa place de 50 mètres, qui a pris un temps, il est un peu plus fatigué, de 24,70 donc secondes. Puis ainsi, il a battu le record du monde pour l'épreuve donc de 100 mètres. Pourquoi 100 mètres? Ben, c'est parce que 50 y aller plus 50 à revenir, donc qui donne 100. Quelle a été la vitesse vectorielle moyenne? Fait que dans le fond, je vais chercher donc ma formule. Donc ici, je vais, mon Dieu, je l'ai encadré donc bizarrement. Je vais aller donc chercher, donc parce qu'on veut savoir donc la vitesse vectorielle. Fait que la vitesse vectorielle, ben, c'est sûr que je veux juste, donc, durant la moitié de son parcours. Et c'est pour ça là, que je ne catchais pas. Là. Donc, c'est durant la première moitié de son parcours. OK. Excusez, j'avais mal lu donc la phrase, donc je n'avais pas lu donc au complet. Fait que dans la première moitié, ben c'est sûr que notre petit Diego, là, c'est-tu Diego? Ben non, c'est rendu César, a parcouru 50 mètres en 22,14 donc, secondes. Fait qu'on va y aller, donc on a des mètres divisés par des secondes, on y va donc tel quel, qui va donner finalement donc notre vitesse. On veut savoir maintenant la vitesse vectorielle durant la seconde moitié. Fait que la seconde moitié, ben, c'est sûr qu'on a parcouru encore 50 mètres. C'est toujours dans la même formule, donc même affaire. 50 mètres, mais sauf en 24,77 donc secondes. Puis pourquoi qu'on a mis donc un petit négatif? Ça, on peut le mettre juste à la fin, hein, le négatif. C'est juste pour dire hein, qu'il est revenu donc en arrière. Il est revenu donc à son point là, finalement donc de départ. Fait qu'on divise les deux, puis ça va nous donner donc la vitesse, fait qu'il allait un petit peu moins vite, donc c'est normal, il était fatigué. C. Quelle a été la vitesse vectorielle moyenne durant la totalité de son parcours? Bien là, si je fais la variation de vitesse, position finale moins la position initiale, bien c'est sûr que, ben, Colin, il revenait à son point de départ. Fait que c'est 0, donc divisé par le temps, donc la totalité par contre du temps, puisque le temps, là, ça additionne tout le temps, fait que ça donne 0. Numéro 2. Une voiture roule donc vers l'ouest. Donc, on va se faire une petite rose des vents. Nord, sud, est et ouest. Donc, ça, c'est un sud. Ouest est considéré comme négatif. Est positif, nord positif et sud, donc négatif. À une vitesse scalaire, V, de 85 km/h pendant un temps de 45 minutes. On n'aime pas ça, les minutes. La voiture tourne ensuite subitement, puis roule vers le sud à une vitesse scalaire moyenne de 55 km/h pendant un temps de 1
heure et demie. Fait qu'on a un petit déplacement donc ici, en deuxième, puis on a notre premier avec une vitesse là, différente. Quel déplacement de la voiture? Quel est le déplacement de la voiture lorsqu'elle se dirige donc vers l'ouest? Fait que vers l'ouest, hein, c'est sûr qu'on travaille donc avec nos premières donc données. OK. Fait qu'on y va donc avec ça. Nous, ben, c'est sûr qu'on commence avec vitesse est égale à distance sur le temps. Regardez, c'est la même chose là. Vitesse est égale à distance donc sur le temps. Nous, on va aller isoler. Isoler donc le delta X. Fait que j'envoie donc le delta T de l'autre côté, ce qui me donne cette formule-ci. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est la vitesse ici, qui est 85 donc km/h. Sauf que, ben, c'est sûr qu'il va falloir que je mette mes 45 minutes en heure, hein? Donc là, on a décidé d'y aller là, en kilomètres-heure. Au lieu, on aurait pu y aller donc en mètres par seconde, mais on a tout simplement transféré donc les 45 en heure. On a donc divisé par 60 et ça nous donne ben, 3/4 d'heure, là, 0,75 heures, donc pour notre temps. On multiplie, puis ça donne 63,75. Eux, ils arrondissent, mais moi, j'aime pas ça. J'aime mieux que vous gardiez là, finalement donc, le chiffre vraiment plus juste. On veut savoir maintenant le déplacement. Même affaire que tantôt, là. On prend notre formule, donc on l'isole, mais on veut savoir lorsqu'elle se dirige vers le sud. Fait que vers le sud, là, on se rappelle que vers le sud, ben, on est à 55 km/h, puis vers le sud, ben, on parcourt, donc ça se fait ce parcours-là pendant un temps de 1,5 heures. Bon, fait qu'on est déjà en kilomètre-heure. On le sait que 1 heure et demie, ben, c'est 1,5 heures, donc ça, c'est facile. Les heures et les heures, donc, s'annulent. On va laisser donc en kilomètres. Fait que je fais juste le multiplier, puis c'est fini. Si vous voulez le mettre en mètres par seconde puis en seconde, ça ne me dérange pas pantoute, 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 hein? Parce que, tu sais, dans le fond, là, moi, là, je vais avoir toutes les réponses avec toutes les unités donc possibles. On veut savoir la distance parcourue. Fait que la distance parcourue, ben, on fait juste additionner donc la première distance 1 plus la première distance 2, puis on le sait au complet là, comment qu'on a parcouru. Fait que si on veut savoir la vitesse scalaire moyenne, donc moi, ben, c'est la formule donc normale là, qu'on est habitué d'avoir. On va faire donc la distance donc totale, donc l'addition donc des distances, plus le temps total. Fait que j'ai fait donc la somme, dans le fond, donc du temps, puis la somme aussi donc des distances, j'ai divisé en deux, puis ça me donne ma vitesse scalaire, donc moyenne. Et pas besoin de mettre d'orientation dans ce temps-là. Pour ce qui est de l'accélération, bon, on se rappelle hein, que l'accélération, c'est accélération est égale à vitesse, donc sur le temps. Comment qu'on peut l'avoir, cette formule-là aussi? Accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation donc du temps. Ou tu peux l'avoir de cette forme-là. Accélération est égale à la vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par la variation du temps. Et souvent, ben, on va vous demander la vitesse finale. Fait que pourquoi pas donc isoler donc tout de suite. Fait que j'envoie donc mon A de l'autre côté, mais ça, je vais vous la donner là déjà. Donc, c'est sûr, donc isolé. Puis je fais plus VI. Ou VF est égal à VI plus accélération, donc fois delta T. Donc, une ou l'autre, là, c'est vraiment donc la même chose, la même affaire. C'est juste que ce n'est pas présenté de la même manière. Il faut s'habituer de travailler donc avec nos variables, les différentes variables. OK, fait qu'on y va. Donc, une automobiliste roule à une vitesse de 90 km/h sur une route régionale. Avant d'entrer dans une ville, elle retire son pied de l'accélérateur, fait qu'elle décélère. Puis la voiture, donc, fait une décélération, autrement dit une accélération donc négative, hein, de moins 2 mètres par seconde au carré. Combien de temps mettra-t-elle, donc c'est le temps là, qu'on va aller chercher, mettra-t-elle pour passer d'une vitesse initiale à une vitesse finale de 50 km/h? Bon, fait qu'on va aller prendre donc notre formule, donc ici, on va aller isoler donc le temps, donc comme ça, donc ici. Puis là, ben, je vais pouvoir donc aller calculer donc mes affaires. Les autres, j'aime pas ça, comment ils ont fait ça. Donc moi, j'aime mieux y aller là directement là. Variation de vitesse, ben, c'est la vitesse finale moins la vitesse donc initiale, donc divisée donc par l'accélération. OK? Donc, on y va. Donc, vitesse finale, c'est 50 km/h moins
ma vitesse donc initiale qui est à 90 km/h. Oh, ici, ils l'ont mis, là, c'est sûr, ils vont le remettre après ça, donc en mètres par seconde, ça, mais on s'en fout, là. On peut le mettre là, finalement tout de suite, là. Divisé par mon accélération, qui est de moins 2 mètres par seconde, donc au carré. Tiens, moi, j'aimerais peut-être ça, là, les mettre déjà, donc en mètres par seconde, ou on peut là, les soustraire, comme ça, je vais en avoir juste un, donc à mettre donc, en mètres par seconde. Fait que 50 moins 90 qui donne moins 40 km/h. Puis là, ben, c'est sûr qu'il faut que je divise par moins 2 mètres par seconde au carré. Hein, ça, c'est sûr. Parce qu'au carré, hein, c'est sûr que ça veut dire des mètres par seconde au carré, ça veut dire l'accélération. Mais je ne peux pas diviser des kilomètres-heure par des mètres par seconde au carré. Fait qu'il faut que j'aille tout en kilomètres, puis tout, là, finalement, donc en secondes. Fait que je vais aller changer mon kilomètre-heure, donc en mètres par seconde, en faisant fois 1000 divisé par 3600. Là, je suis sur ma tablette graphique à la maison, fait que c'est moins beau un peu que ce que j'écris. Ça va donner moins 11,11 mètres par seconde sur 2 mètres par seconde, donc au carré, donc comme ça, donc ici, puis c'est une décélération, donc c'est négatif. Ce qui va faire que ça va me donner mon 5,56 secondes et ça donne un positif, parce que négatif avec négatif, ben, ça donne positif, puis un temps, c'est toujours positif. Fait que faites attention. On s'en va donc de l'autre côté. Ensuite, le numéro 2. Une cycliste roule à une vitesse de 15 km/h sur un terrain plat. Elle aborde, elle aborde alors une descente dans laquelle elle accélère donc constamment avec une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Quelle sera la grandeur de la vitesse 15 secondes plus tard? Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je veux savoir? Si ça, c'est ma vitesse initiale qu'il faut que je déduise, hein, c'est important, c'est quelle est la vitesse donc finale. J'avais dit qu'on pouvait déjà starter avec cette formule-ci, là. Vitesse finale est égale à l'accélération fois delta t plus la vitesse donc initiale. On va aller faire notre calcul, donc ici, comme ça ici. C'est la même formule, hein? On a pris notre formule donc de départ. On a tout simplement, donc ici, isolé le VF, mais sauf que moi, je vais vous la donner déjà isolée. Fait que tout ce qu'il vous reste à faire, donc, c'est remplacer donc vos chiffres. Fait que l'accélération, c'est 1. Le temps, c'est 15 secondes. Puis on a donc la vitesse initiale, qui est 4,17 mètres par seconde. Faites attention, hein, propriété d'opération, on fait les multiplications donc avant, ensuite on fait égal, puis on fait donc plus 4,17 ou on le met en parenthèse et ça va nous donner une vitesse finale. J'espère que vous arrivez à une vitesse finale, c'est sûr, donc plus élevée, parce que sinon, ben, c'est bien certain que ça ne marchera pas. Fait qu'on se rappelle que pour passer de kilomètre-heure à mètre par seconde, ben, il faut faire fois 1000 divisé par 3600. Fait que si je comprends bien, si je veux passer de mètres par seconde à kilomètre-heure, ben, je fais le contraire. Je fais diviser par 1000 fois 3600. C'est pour ça qu'eux autres, là, ils l'ont reconverti en kilomètre-heure, mais c'est vraiment pas obligé. Donc, un ou l'autre, là, moi, ça ne me dérange pas, à moins que je vous le demande vraiment, là, d'avoir là, une unité précise. Au cours d'une partie donc, de baseball, Donovan se présente au marbre. Il déplace son bâton pendant un temps de 2 secondes avec une accélération de 15 mètres par seconde au carré avant d'effectuer un coup sûr. À quelle vitesse son bâton va-t-il donc percuter donc la balle? Fait que tout simplement, nous, euh, même avant, là, tu sais, dans le fond, là, d'aller chercher donc votre texte et comprendre, on le sait déjà là, que c'est des mètres par seconde au carré. Fait que des mètres par seconde au carré, on sait que c'est une accélération. Seconde, je sais que c'est un temps. Puis je lis donc à la fin à quelle vitesse son bâton va percuter finalement donc la balle. Fait que ça, c'est la vitesse finale. Fait que ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher la vitesse donc initiale, là, que je déduise qu'au départ, son bâton, ben, il ne bougeait pas, là. Il allait à 0 mètre par seconde.
Fait que moi, qu'est-ce que je cherche donc encore? C'est encore donc la vitesse finale. Vitesse finale est égale à l'accélération fois delta t plus la vitesse donc initiale. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Donc, l'accélération, qui est ici, qui est de 15, fois mon delta t qui est le temps, donc de 2 secondes, puis je vais faire plus la vitesse initiale, qui en passant, qui est de 0. Là, vous allez dire, je suis obligé, moi, tu sais, d'aller faire plus 0? Non. Vous auriez très bien pu aussi prendre accélération est égale à la variation de vitesse. Quand la vitesse là, initiale est 0, là, on peut très bien donc faire ça divisé par delta t, aller isoler donc la vitesse finale, faire accélération fois delta t. Mon accélération, ben, c'est sûr, est de 15 mètres par seconde au carré. Et boy, que j'écris mal. Ensuite, mon temps qui est de 2 secondes, comme ça ici. 15 fois 2 qui va donner 30. Des secondes et des secondes, ça s'annule, fait qu'il reste des mètres par seconde. Il faut apprendre par cœur que mètre par seconde, c'est une unité de vitesse. Mètre par seconde au carré, c'est l'accélération. Puis les secondes, c'est le temps. Fait que vous voyez, là, on arrive donc à la même chose. Et en passant, qu'on prenne n'importe quel parcours, je veux toujours formule isolée. Donc ça, c'est un point. Formule de départ, excusez, c'est un point. Formule isolée, donc c'est un autre point. Un autre point pour le calcul, un autre point pour la réponse, puis un autre point pour avoir mis les unités partout, partout, partout. Synthèse maintenant. Donc, un ballon roule de gauche vers la droite. Ce déplacement peut-il être positif pour une personne et en même temps négatif donc pour une autre? Ben oui, parce que l'emplacement de l'axe là est arbitraire là. Fait que ça se peut qu'il y ait une personne qui soit de l'autre bord, puis l'autre personne donc soit de l'autre côté, ou soit placée donc par-dessus, ou soit placée donc en dessous, peu importe. Fait que ça dépend. Donc, pas le genre de questions qu'on va voir donc à l'examen. Numéro 2. Une voiture de luxe est capable d'effectuer une accélération moyenne A de 7 mètres par seconde au carré. Combien de temps, delta T, j'imagine, cette voiture qui était initialement au repos? Oh, là, il faut que je catch que si elle est au repos, sa vitesse initiale est de 0 mètres par seconde. Peut-elle atteindre une vitesse, en combien de temps, finalement, ça a été au repos au départ, peut-elle atteindre une vitesse finale de 100 mètres par 100 km/h? Bon, fait qu'on a déjà donc notre vitesse initiale, vu qu'on est au repos. Notre vitesse finale, ben, on va atteindre 100 km/h, mais on déteste ça, des km/h, fait qu'on va faire fois 1000 divisé donc par 3600 pour mettre ça donc en mètres par seconde. Nous, ben, tout ce qu'on va avoir à faire, donc, c'est d'aller donc isoler donc notre formule pour aller chercher le delta t. Étant donné que la vitesse initiale donc est de 0, oui, on peut procéder de cette manière-là, mais regardez, on peut partir aussi de la formule accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation du temps. J'isole la variation du temps, ça me donne la variation de vitesse sur l'accélération. Regardez, là, mais je peux très bien hein, y aller avec ça. La variation de vitesse, c'est vitesse finale moins la vitesse initiale, divisé par l'accélération. Donc, regardez, ça revient au même. Là. Dans le fond, je ne fais juste pas là, faire le moins 0. Fait que ça va donner 27,78 mètres par seconde. Je divise par 7 mètres par seconde au carré. Puis, effectivement, ça va me donner 3,97 secondes. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, cette voiture de luxe va atteindre, là, dans le fond, 100 km/h un peu moins, donc de 4 secondes. Mais moi, j'aime mieux là, garder, là, pas arrondir à 4, là, garder le 3,97 secondes. On a une cycliste, initialement, au repos. Fait que si c'est au repos, donc au départ, ça veut dire que sa vitesse initiale est de 0. Fait que vitesse initiale de 0, c'est à moi là, à déduire ça. Elle va atteindre à la fin une vitesse de 30 km/h en un temps de 50 secondes. Quelle va être son accélération moyenne? Fait que je vais faire vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par le temps, qui va me donner 0,17
mètres par seconde. Là, il y en a qui vont me dire, ben madame, est-ce que je pourrais juste faire ça, là, admettons, là, variation de vitesse, je sais que vu que c'était zéro, elle a varié donc de 30 km/h en 50 secondes. Je divise tout ça, là, tu sais, admettons, là, puis j'arrive, là, oui, vous pourriez, ça c'est sûr. Sauf que faut vraiment prendre soin de changer donc les kilomètres-heure en mètres par seconde, comme on a fait donc ici. Fait qu'on a fait fois 1000 divisé donc par 3600, comme ça, donc ici, qui va donner 8,33. Puis là, on peut y aller. Fait qu'on mettrait 8,33 mètres par seconde. On divise par 50 secondes. Faites-le, là, ça va arriver donc à la même chose, 0,7 mètres par seconde au carré, comme ça ici. On y va donc avec notre prochaine page. Donc, on nous dit, si le cycliste poursuit sa route avec la même accélération moyenne, quelle sera la vitesse 1,5 minutes après son départ? OK. Fait que nous autres, on veut savoir, dans le fond, sa vitesse finale. Donc, s'il poursuit donc sa course. Fait qu'on le sait que il fait ça dans un temps. On va aller voir donc de l'autre côté, donc pour voir donc finalement donc la réponse. On fait ça donc dans un temps de 1,5 minutes. 1,5 minutes, on déteste ça, hein? On veut aller mettre ça donc en secondes. Fait qu'on va faire tout simplement donc fois 60 pour aller le mettre donc de passer de minutes donc à secondes. Ça, il faut être à l'aise donc avec ça. Vous ne pouvez pas me le demander donc à l'examen. Puis nous, ben, on cherche la vitesse finale. Dans ce temps-là, là, pensez tout le temps à ma formule qui est déjà donc isolée, donc comme ça ici. Fait qu'on va y aller avec l'accélération fois donc notre temps plus donc la vitesse donc initiale qui va être de 15,3 mètres par seconde. On peut s'habituer donc à fonctionner là, avec là, cette formule-là, là, tout simplement. Donc, ça va être vraiment plus efficace. Puis là, c'est sûr que le plus zéro, hein, on le fait, là, mais on sait que ça ne donne pas grand-chose. Si ça vous tente de reconvertir en kilomètre-heure, donc vous pouvez, mais vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas obligé, là, donc on laisse ça comme ça habituellement. Une marathonienne court à une vitesse constante, mais je vais écrire VC pour vitesse constante. Malheureusement, elle a une crampe, donc au mollet, qui l'oblige de diminuer sa vitesse, de passer une vitesse donc inférieure là, de 1 mètre par seconde en un temps de 2 secondes. Quelle est l'accélération donc moyenne de cette marathonienne durant cette petite période-là de 2 secondes? Fait que dans le fond, sa vitesse constante, là, c'est en réalité donc sa vitesse donc initiale. Fait qu'on fait juste l'application donc de formule. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est vitesse finale moins la vitesse initiale. Je divise par le temps. Ça va me donner un négatif juste pour signifier qu'elle va décélérer. Fait qu'on peut écrire le décélérer ou que sa vitesse, son accélération finalement, donc pas sa vitesse, mais non, son accélération, elle est négative. Numéro 5, donc on nous dit un satellite géostationnaire est un satellite qui survole toujours donc le même point au-dessus de la Terre. Autrement dit, ce satellite paraît immobile à un observateur terrestre. Un de ces satellites se trouve à une altitude de 35 786 km, sachant que le rayon terrestre, le rayon là, de la Terre, comme ça ici, mesure le rayon 6 378 km. Calculer la vitesse scalaire moyenne de ce satellite dans l'espace. OK. Fait que nous, ben, c'est sûr qu'on veut avoir la vitesse moyenne. Fait qu'il va falloir savoir le déplacement de ce satellite-là, mais on veut l'avoir, ben, probablement hein, pour une journée. Donc, si c'est pour une journée, donc une période, donc parce qu'une révolution est égale à une rotation de la Terre là, pendant 24 heures, fait qu'il faut comme déduire, ce serait comme un problème de défi, là, que le temps là, serait de 24 heures. OK. Là, qu'est-ce qu'il va falloir aller faire? Ben, c'est sûr que si je veux calculer donc la distance, dans le fond, là, qui a tourné, donc ce satellite-là, ben, il va falloir que je commence tout simplement par aller trouver donc la circonférence. Donc, circonférence est égale à 2
pi r, mais la circonférence de la rotation du satellite, donc autour de la Terre. Fait qu'il va falloir que je fasse le rayon de la Terre plus l'altitude, là. C'est plus l'altitude que le satellite, là, est vraiment, donc, au plus haut, donc au-dessus, donc, de la Terre. Fait que j'aurai pas le choix, là. Il va vraiment falloir que je mette le rayon de la Terre plus son altitude, puis je m'assure que les deux, hein, sont en kilomètres. Fait que je vais faire 2 fois mon pi fois le rayon, dans le fond, au complet là, de l'orbite de mon satellite, qui va me donner donc une distance donc, totale donc, en kilomètres. Je divise par le temps et ça va me donner sa vitesse. Mon Dieu, que ça va vite. Puis on ne l'arrondit pas, hein, c'est pas nécessaire. Je crois que c'était donc la dernière page. Fait que c'était tout donc pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé donc à réviser.